prudente. Voilà. Alors, Richard, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'est passé exactement la même chose en BD, ou que la BD permet encore une évolution de la SF et le dernier endroit, on va dire francophone en tout cas, parce qu'on peut mettre ensuite les comics dedans, où la SF a un droit de cité? Est-ce que la BD est finalement, comme le disait Serge, un laboratoire ou un refuge peut-être? Ce genre de questions, c'est assez difficile d'y répondre. Je vais répondre oui et non à la fois. Cool. Et je vais essayer de développer. Alors, je ne peux pas parler effectivement pour la littérature, pour le cinéma, ce sont des domaines dans lesquels je n'exerce pas. Je constate ce qui se déroule un peu comme tout un chacun. Pour ce qui est de la bande dessinée, j'ai aussi une position un peu particulière, parce que je ne suis pas seulement auteur de bande dessinée de science-fiction, je suis auteur de bande dessinée. En tant qu'auteur de bande dessinée, j'appartiens déjà à une niche, qui est un phénomène assez restreint, culturellement. Même si la bande dessinée connaît le succès qu'on lui fait, j'ai toujours perçu les littératures de genre comme étant des niches également. Même quand j'étais lecteur de science-fiction ou de récits fantastiques, ça me semblait déjà une littérature de niche. Ce qui m'intéressait moi-même dans la science-fiction, c'était un aspect l'aspect prospectif scientifique, plus avant-gardiste, qui est lui-même encore un phénomène de niche, et une dimension politique, donc une littérature politique, qui est encore plus une littérature de niche. Donc on se retrouve, dans mon cas, dans mon écriture en bande dessinée de science-fiction, à être une accumulation de niches, où pour arriver au cœur du sujet, on doit ouvrir une multiplicité de portes, avoir des clés éventuellement de lecture, et qui effectivement donne pas un accès privilégié à un public lambda. Alors maintenant, on constate qu'en bande dessinée, au contraire de la littérature, ou d'après ce que j'ai cru comprendre, la bande dessinée de fantasy et de science-fiction explose. Chaque éditeur a ses collections, lance ses collections. Beaucoup d'auteurs font des récits, vont faire un western puis un récit de science-fiction. C'est tout à fait accepté dans la bande dessinée. Maintenant, je parlerai de déclin, peut-être pas dans la manière dont c'est perçu par le grand public, ou dont c'est diffusé, ou sur la masse d'œuvres disponibles, mais sur la nature même des œuvres disponibles. Moi, ce qui m'intéressait dans la science-fiction en tant que lecteur, que je ne retrouve pas aujourd'hui dans le médium dans lequel j'exerce, c'est cet aspect prospectif de manière relativement pertinente. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans un média de genre qui est composé de lecteurs qui sont des geeks, des nerds, des gens qui sont absolument le côté fétichiste dont parlait Serge de mon côté tout à l'heure, et qui est une manière de consommer du récit imaginaire et du récit fantastique ou du récit de science-fiction de manière totalement compulsive. Et beaucoup d'auteurs aujourd'hui ont une manière de restituer ça de manière compulsive également. Ils ont une manière d'écrire qui consiste à reproduire des tripes. Et donc en ce sens, pour moi, la bande dessinée, la science-fiction en bande dessinée est moribonde, non pas du fait du manque de liberté ou du manque de sujets à traiter ou du nombre d'auteurs qui pourraient s'y atteler, mais plus du fait que cet imaginaire-là se trouve un peu sclérosé par le fait d'être un imaginaire de niche et de fonctionner en vase clos. Moi-même, chaque fois que je fais un bouquin, je ne me dis pas ça va être de la science-fiction. Dès que je termine une série de science-fiction, je me dis bon, de toute façon c'est la dernière, j'en ai fait 2 ou 3, je ne vais pas passer ma vie à faire ça. J'ai peut-être un peu, en termes de sujet, épuisé ce que j'avais à dire en termes de prospective, des questions que je me pose sur l'impact social de telle évolution technologique, ou sur l'évolution historique de telle science, ou l'impact humain que ça peut avoir, ou l'impact éthique et politique que ça peut avoir. Et en même temps, je me retrouve le coup d'après à écrire un nouveau sujet qui va s'inscrire tout à fait naturellement dans un thème de science-fiction. Je ne pense pas que, par exemple, H.G. Wells, on a eu une discussion hier pour préparer, Bulgakov, par exemple, ne souhaitait pas écrire des récits de science-fiction. Seulement, sa position sociale, politique, historique, sa réflexion sur l'écriture, la liberté que permettait ce genre de récit, à un instant T,
lui fait écrire Les œufs fatidiques, lui fait écrire Cœur de chien, dont je cherchais le nom hier, qui s'avère être un récit de science-fiction. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des auteurs qui écrivent de la science-fiction de manière compulsive parce qu'ils ont, dans un univers mondialisé, accès à un certain nombre de récits qui les font triper, tout simplement, dont ils ont envie de reproduire de manière assez érogène, je dirais, l'aspect érotique qu'ils ont ressenti, le plaisir qu'ils ont eu en tant que lecteurs, et qui en fait n'ont rien à dire sur le sujet. Où ce moyen-là n'est pas un moyen qui sert à exprimer quelque chose de plus fondamental, mais qui est simplement la reproduction d'un trip. En fait, il n'y a pas tellement de changement depuis le XVIIIe siècle, puisque déjà à l'époque, les romantiques s'opposaient sur la relation même à l'imaginaire, où d'un côté, tu avais Coleridge qui disait il faut qu'on fasse une opposition et une différence. On pouvait faire une opposition et une différence entre fancy, qui était le flirt avec l'imaginaire, et donc exactement ce que tu viens de décrire, de fantasy, qui était l'imagination vitale et qui, elle, avait pour mission de rédimer le réel, le monde, enfin de penser finalement tout ce qu'on était. Donc si rien n'a changé, si c'est cyclique, si ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on a lancé... Je dirais que ce qui a changé, c'est le fait que les médias, enfin aujourd'hui il y en a beaucoup plus d'auteurs. Donc fatalement, le nombre d'idées pertinentes qui peuvent naître à une époque dépend aussi on ne peut pas avoir 250 000 visions pertinentes du monde. À un moment, le nombre de visions du réel, on peut avoir une vision tout à fait postmoderne et dire chaque imaginaire crée un nouveau monde et je suis moi-même la naissance d'un nouveau monde et la création est dans le regard du lecteur et dans le regard de l'auteur-lecteur, mais de l'auteur en tant que lecteur du monde. En même temps, à un moment, le fait que Wells, à la fin du XIXe siècle, qui n'est pas 250 000 auteurs, fait qu'il peut s'attaquer à un certain nombre de sujets et avoir une vision pertinente à un instant T. S'il y avait eu autant d'auteurs de science-fiction à l'époque de Wells qu'il y a d'auteurs de bande dessinée de science-fiction aujourd'hui, sans doute déjà Wells serait passé inaperçu. En une année, tous les thèmes auraient été abordés et Wells n'aurait pas créé La machine à explorer le temps, La main visible et d'autres œuvres de ce type, ou les Docteurs Moreau qui préfigurent la génétique. Donc, fatalement, on a une dilution et une perte de sens. Or, comme la science-fiction me semble être une littérature de sens, la perte de sens signe son arrêt de mort, de fait.